Mon mari m'a dit: si tu ne peux pas me faire confiance alors que je passe tous mes week-ends avec mon ex-femme, peut-être que nous ne devrions pas rester ensemble. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai répondu: tu as tout à fait raison. Le lendemain matin, j'ai signé les papiers de transfert à Berlin que je refusais jusqu'alors. Quand il m'a envoyé un SMS pour me demander ce que je faisais ce week-end, je lui ai envoyé un selfie pris à l'aéroport de Munich. Le message WhatsApp brille sur l'écran du téléphone de Mathias, comme une enseigne au néon dans notre chambre obscure. J'ai hâte de te voir aujourd'hui. Ça fait trop longtemps. S. Mes mains tremblent tandis que je repose son téléphone sur la table de chevet, exactement là où je l'ai trouvé. Sabine, son ex-femme. La femme qu'il voit tous les dimanches depuis 3 mois, prétendant qu'il s'agit simplement d'un café innocent entre vieux amis. La femme qui compte apparemment les heures jusqu'à ce qu'elle revoie mon mari. Je me glisse sous notre couette en lin, faisant semblant de dormir tandis que mon esprit s'emballe. Le téléphone a vibré à 5h47. Qui envoie des messages aussitôt, à moins d'avoir pensé à quelqu'un toute la nuit? Je m'efforce de respirer calmement, tandis que Mathias s'agite à côté de moi, sa main cherchant automatiquement son téléphone, comme s'il s'agissait d'un appareil de survie. La douce lueur illumine son visage tandis qu'il lit le message. Je l'observe à travers mes yeux, à peine ouverts, tandis qu'un sourire se dessine sur son visage. Le genre de sourire que je n'ai pas vu diriger vers moi depuis des mois. Il répond rapidement, ses doigts se déplaçant avec une familiarité acquise par l'habitude sur l'écran. La réponse est brève, mais son expression suggère qu'elle est chargée d'un sens que je ne suis pas censé comprendre. Bonjour ma belle, dit-il d'une voix qui trahit la gaieté forcée que les gens affichent lorsqu'ils cachent quelque chose d'important. Il se penche pour m'embrasser sur le front et je sens l'odeur de l'eau de Cologne qu'il a déjà appliquée, à 6 heures du matin, pour un café dominical avec un ami. Je marmonne quelque chose de vague et me retourne, lui laissant l'espace nécessaire pour continuer la comédie qu'il est en train de jouer. À travers le miroir de notre commode, je le regarde choisir sa tenue avec le soin habituellement réservé aux entretiens d'embauche ou au premier rendez-vous. Le pull en cachemire que je lui ai offert à Noël. Le jean de marque qui coûte plus cher que le loyer de la plupart des gens. Tout est coordonné pour donner une impression de luxe sans effort. C'est notre routine du dimanche depuis 3 mois. Depuis que Sabine Meyer a annoncé son retour à Hambourg par un SMS soigneusement désinvolte, que Mathias m'a montré comme s'il s'agissait d'une chose tout à fait innocente. Mon ex-femme est de retour en ville. Je vais peut-être prendre un café avec elle pour discuter. Des mots si simples pour quelque chose qui allait systématiquement démanteler notre mariage, week-end après week-end. Je me souviens très bien de ce premier dimanche. Mathias s'était habillé normalement, comme pour un week-end décontracté, en 5 minutes, sans même se regarder dans le miroir. Il était revenu 2 heures plus tard avec des anecdotes sur la carrière de photographe de Sabine à Paris, ses difficultés à se réadapter à Hambourg, son besoin d'être guidé dans le monde compétitif de l'art. Je l'avais écouté tout en rangeant notre bibliothèque, remarquant l'animation dans sa voix lorsqu'il décrivait ses projets, la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'il parlait de sa vision créative. On devrait peut-être l'inviter à dîner, avais-je suggéré, pour tâter le terrain. J'aimerais beaucoup la rencontrer. Ma suggestion avait fait l'effet d'une pierre jetée dans une eau calme. L'enthousiasme de Mathias s'était évanoui, remplacé par cette expression prudente qu'il arborait lors des négociations difficiles avec ses clients. Elle est très discrète en ce moment, elle traverse une période de transition difficile. Peut-être quand elle sera plus stable. Cela aurait dû être mon premier avertissement. En 4 ans de mariage, Mathias n'avait jamais protégé la vie privée de quelqu'un d'autre que la sienne. Mais je voulais lui faire confiance. Je faisais confiance à l'homme qui m'avait promis l'éternité dans une église remplie de 200 témoins. J'avais fait confiance au partenaire qui avait construit cette belle vie avec moi, brique par brique, à grands frais. Notre appartement Altbau à Eppendorf, présenté dans 3 magazines de design différents. Mon cabinet de conseil en marketing florissant, son bureau d'angle avec vue sur l'Alster. Nous étions le couple que les autres enviaient lors des dîners, ceux qui semblaient avoir trouvé la recette du bonheur. J'avais donc ignoré les signaux d'alarme, ignoré le fait qu'il commençait à soigner son apparence le dimanche, ignoré la fréquence croissante de leurs réunions, leur durée de plus en plus longue, les appels téléphoniques tard dans la nuit qui le poussaient à sortir sur notre balcon pour avoir un peu d'intimité. J'avais même ignoré mon instinct,
Lorsque ces appels avaient commencé à avoir lieu pendant nos conversations au dîner, Mathias s'excusant tout en sortant pour aider Sabine à résoudre une crise professionnelle urgente qui semblait toujours survenir pendant le peu de temps que nous passions ensemble. La douche se met en marche et je sais que j'ai exactement 20 minutes avant qu'il ne sorte, prêt pour une nouvelle journée dans sa réalité parallèle. 20 minutes pour rester allongé, ici, et faire semblant de ne pas savoir ce que je sais. Faire semblant de ne pas avoir vu les dépenses par carte de crédit dans les restaurants chers de Saint-Pauli. Faire semblant de ne pas avoir remarqué que nos projets de week-end sont toujours annulés pour des urgences, Sabine. Faire semblant de ne pas avoir commencé à dormir dans la chambre d'amis parce que ces conversations tardives avec elle me rendent malade. Mon téléphone vibre sur ma table de chevet. Un email urgent du bureau berlinois de mon entreprise. L'objet me donne la nausée. Directeur de la division européenne, considération finale, urgent. Je le supprime sans l'ouvrir, comme je l'ai fait avec les 2 offres précédentes. 145 000 € par an pour diriger leur division européenne. Ma propre équipe, un contrôle créatif illimité, une chance de construire quelque chose qui m'appartienne entièrement. Mais accepter signifierait bouleverser notre vie parfaite à Hambourg, abandonner la belle existence que Mathias et moi avons construite ensemble. Sauf que notre vie n'est plus parfaite, n'est-ce pas? C'est une illusion soigneusement entretenue, comme l'un de ces décors de cinéma qui semblent réels de face, mais qui ne sont en réalité que des échafaudages et de la peinture lorsqu'on les regarde de dos. L'eau cesse de couler. Je l'entends fredonner quelque chose pendant qu'il se sèche avec une serviette. En fait, il fredonne tout, en se préparant à sa trahison hebdomadaire. Ce son me serre la poitrine, mêlant une fureur et un chagrin qui me sont désormais trop familiers. Je me force à sortir du lit et à descendre dans notre cuisine, ayant besoin du rituel de la préparation du café pour me ancrer dans quelque chose de réel. La lumière du matin traverse nos rideaux, sur mesure, et illumine les comptoirs en marbre que nous avons mis des mois à choisir. Tout dans cette pièce évoque le partenariat, les décisions partagées et les rêves communs. La machine à expresso que nous avons achetée à Milan. La table à manger où nous avons organisé des dizaines de dîners. L'îlot de cuisine où nous avons planifié nos vacances, discuté de nos objectifs à 5 ans et imaginé les enfants que nous aurions un jour. Tout cela me semble désormais être la preuve d'un crime. La preuve de ce que je suis en train de perdre au profit d'une femme qui porte des t-shirts vintage de groupes de rock et qui rend la pauvreté artistique chic sans effort. Mathias apparaît dans l'embrasure de la porte, fraîchement douché et parfaitement soigné. Il porte à nouveau cette eau de Cologne, celle qui coûte cher et qu'il prétend avoir reçue en cadeau d'un client, mais que je ne l'ai jamais vu porter lors d'une réunion avec un client. Ses cheveux sont coiffés avec une précision minutieuse, généralement réservée aux présentations, aux conseils d'administration ou aux séances photos. Le café sent bon, dit-il en m'embrassant sur la joue, avec ses lèvres qui ont le goût du bain de bouche qu'il utilise avant les réunions importantes. Tu es debout tôt pour un dimanche. Je veux lui poser des questions sur le SMS. Je veux lui demander des explications sur sa routine matinale qui devient de plus en plus élaborée. Je veux savoir pourquoi son ex-femme compte les heures avant de le revoir. Au lieu de cela, je lui tends son café dans la tasse que je lui ai offerte à Noël dernier. Celle qui porte l'inscription World's Best Husband, le meilleur mari du monde en lettres élégantes. L'ironie de la situation ne nous échappe ni à l'un ni à l'autre. Encore une crise avec Sabine ? Lui demandai-je en gardant un ton neutre. Il acquiesce, déjà en train de consulter son téléphone. Les intrigues de la galerie. Tu sais à quel point le monde de l'art peut être compliqué. En réalité, je ne le sais pas. Lui non plus, d'après ce que je sais, jusqu'à il y a 3 mois, lorsqu'il est apparemment devenu un expert en navigation dans l'industrie créative. Mais j'acquiesce quand même, jouant mon rôle dans le scénario que nous prétendons tous deux suivre. Il part 20 minutes plus tard avec un baiser qui ressemble à des excuses et la promesse de revenir pour le dîner. Je le regarde depuis la fenêtre de notre salon alors qu'il se dirige vers sa voiture, remarquant le ressort dans sa démarche qui était autrefois réservé à nos soirées en amoureux. La voiture disparaît au coin de la rue, emportant mon mari vers le fantasme qu'il s'est construit avec la femme qui partageait autrefois son nom. Je suis toujours debout à la fenêtre lorsque mon téléphone vibre à nouveau. Un autre email de Berlin. Cette fois, je ne le supprime pas immédiatement. Au lieu de cela, je fixe l'objet du message et me demande ce qui se passerait si je disais enfin « oui »
à la vie qui m'attendait pendant que j'étais occupée à essayer de sauver celle qui était déjà terminée. L'email de Berlin reste dans mon téléphone, non ouvert, mais impossible à ignorer. Je me verse une autre tasse de café et m'installe à l'îlot de notre cuisine, laissant le silence de notre appartement vide m'envelopper, comme une couverture dont je ne veux pas, mais dont j'ai besoin. 2 semaines passent avant que je remarque les changements dans les préparatifs dominicaux de Mathias. Cela commence par l'eau de Cologne. Ce n'est pas son parfum habituel de la semaine, mais quelque chose de plus profond, de plus cher. Le genre qu'il portait lors de notre premier dîner d'anniversaire dans ce restaurant de Blankenese où nous n'avions pas les moyens de nous offrir le vin, mais où nous l'avons commandé quand même. Je range notre dressing lorsque je remarque que la chemise Hermès n'est pas à sa place habituelle. La chemise bleu marine au motif discret pour laquelle j'ai dépensé 3 semaines de budget course pour son anniversaire. Nous sommes mardi et Mathias est au bureau, vêtu de son uniforme professionnel habituel, ce qui signifie que cette chemise est allée ailleurs. Le dimanche matin confirme mes soupçons. Il sort de notre salle de bain vêtu de cette chemise, assortie d'un jean foncé qui coûte probablement plus cher que notre facture d'électricité mensuelle. L'élégance décontractée de quelqu'un qui s'habille pour impressionner tout en faisant semblant de s'en moquer. Jolie chemise, dis-je en pliant soigneusement ses vêtements du week-end. Une occasion spéciale? Ses doigts s'arrêtent sur le fermoir de sa montre. Juste un café, avec Sabine. Tu sais à quel point le monde de l'art peut être soucieux de l'image. Bien sûr, parce qu'évidemment, le réseau professionnel de son ex-femme l'oblige à s'habiller comme s'il se rendait à un vernissage plutôt que de prendre un café entre vieux amis. Je le regarde passer 25 minutes à se coiffer en utilisant des produits que je ne l'ai jamais vu utiliser auparavant. Quand il me surprend en train de l'observer depuis le miroir de la salle de bain, il m'adresse un sourire penaud. C'est important pour mon réseau, explique-t-il, comme si se coiffer comme un mannequin de magazine était une procédure standard pour entretenir des relations professionnelles. Ça doit être un réseau très important, dis-je, en essayant de rester légère alors qu'un sentiment de froid s'installe dans mon estomac. Toute cette préparation pour Sabine. La transformation est immédiate. Son visage se durcit, ses épaules se redressent comme s'il se préparait au combat. Ne sois pas ridicule, Elena. Les adultes peuvent être amis avec leur ex sans que cela ait une quelconque signification. Le mot ridicule me heurte. 4 ans de mariage et il n'a jamais qualifié mes inquiétudes de ridicules auparavant. Erroné peut-être, exagéré certainement, mais jamais ridicule, comme si j'étais une adolescente jalouse imaginant des problèmes qui n'existent pas. Je n'ai pas dit que cela signifiait quelque chose, répondis-je prudemment. J'ai juste remarqué que tu t'habillais mieux que d'habitude. Il s'adoucit légèrement, mais le mal est fait. Ce mot plane entre nous comme la fumée d'un incendie que nous faisons tous deux, semblant de ne pas sentir. Lundi, je déjeune avec Anna à notre endroit habituel, un café à Ottensen qui sert des salades hors de prix à des femmes qui déjeunent pour des raisons professionnelles. J'ai besoin que quelqu'un me dise que je réfléchis trop, que les mariages passent par des phases, que tout reviendra à la normale une fois que Sabine se sera installée à Hambourg et n'aura plus besoin des conseils constants de mon mari. Au lieu de cela, Anna me fait la leçon sur la confiance et la maturité émotionnelle tout en picorant dans son bol de quinoa. Tu manques d'assurance, dit-elle en remuant son latte au lait d'avoine avec le genre de confiance que l'on a quand on n'a jamais connu de véritable trahison. C'est en fait magnifique qu'ils puissent maintenir une amitié. Cela montre une véritable évolution émotionnelle. Magnifique. C'est le mot qu'elle choisit alors que je lui décris comment mon mari se transforme chaque dimanche matin en quelqu'un que je ne reconnais plus. Mais tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré, tous les week-ends, pendant des heures? Le sourire d'Anna trahit cette condescendance particulière réservée aux femmes qui pensent avoir découvert le secret d'une relation réussie. Elena, ma chérie, si tu ne peux pas faire confiance à ton mari pour prendre un café avec un vieil ami, peut-être que le problème ne vient pas de lui. Je pars en me sentant plus mal qu'à mon arrivée, les paroles d'Anna résonnant dans ma tête tandis que je rentre chez moi en voiture à travers les rues bordées d'arbres de Hambourg. Peut-être que je manque d'assurance. Peut-être que c'est à cela que ressemblent les relations matures. Faire entièrement confiance à son partenaire, même lorsque tous ses instincts lui crient que quelque chose ne va pas.
La réunion de travail de mardi avec Jonas m'offre une perspective totalement différente. Nous sommes partenaires depuis 5 ans et avons bâti notre cabinet de conseil en marketing à partir de rien pour en faire une entreprise respectable. Jonas me connaît suffisamment bien pour percevoir la tension dans mes épaules, la distraction dans mes réponses aux mises à jour des clients. Tout va bien à la maison me demande-t-il pendant que nous passons en revue les projections trimestrielles. Je me surprends à décrire la routine dominicale de Mathias, la fréquence croissante de ses rendez-vous, la préparation minutieuse de ses rendez-vous informels autour d'un café. Jonas écoute sans m'interrompre, son expression devenant de plus en plus sérieuse à chaque détail. Quand j'ai fini, il ne me rassure pas et ne me donne pas de conseils. Il hausse simplement les sourcils d'une manière que j'ai appris à interpréter au fil de nos années de collaboration. C'est l'expression qu'il affiche lorsque des clients décrivent des stratégies marketing qui n'ont aucun sens logique. Intéressant, dit-il simplement, mais son silence en dit long. Plus tard, alors que nous rangeons nos ordinateurs portables, il mentionne presque avec désinvolture: J'ai vu Mathias dimanche dernier, en fait. Dans ce nouvel endroit, à Shanxi, celui avec les briques apparentes et les steaks à 20 €. Ma main s'immobilise sur le clavier. Shanxi? Il a dit qu'il prenait un café à Eppendorf. L'expression de Jonas devient soigneusement neutre. Peut-être qu'ils ont changé leur plan. Il marque une pause, choisissant ses mots avec soin. Il était avec une femme. Brune, d'allure artistique, il semblait... Une autre pause. On aurait dit qu'ils avaient un rendez-vous galant. Ces mots me frappent comme un coup de massue. Jonas change rapidement de sujet pour parler du taux de fidélisation des clients, mais le mal est fait. Mon mari m'a menti sur le lieu où il avait rendez-vous avec son ex-femme, et il se trouvait dans un endroit suffisamment cher pour que Jonas s'en souvienne précisément. Octobre arrive avec des réunions dominicales plus longues et un nouveau développement qui me serre le cœur. Les appels téléphoniques commencent à se produire le soir, généralement vers 22 h, lorsque nous nous installons pour regarder la télévision ou lire. Le téléphone de Mathias vibre, il y jette un coup d'œil et son attitude change du tout au tout. Désolé, c'est Sabine. Une urgence avec un client? Il sort sur notre balcon, me laissant seul avec la télévision en sourdine et le son de sa conversation animée qui traverse les portes vitrées. Je ne distingue pas les mots, mais son ton est différent pendant ses appels, plus chaleureux, plus engagé que je ne l'ai entendu depuis des mois. Les conversations s'allongent chaque semaine. 20 minutes deviennent 30, puis 45. Je me surprends à les chronométrer, allongé dans mon lit, écoutant les variations de sa voix tandis qu'il fait les 100 pas sur notre balcon. Il rit pendant ses appels, d'un rire sincère et joyeux qui me fait réaliser que je ne me souviens pas de la dernière fois où il a ri comme ça, avec moi. Quand il revient dans notre chambre, il s'excuse toujours mais reste vague sur les urgences qui nécessitent des discussions aussi longues. Politique de la galerie, négociations avec les clients, relations dans le secteur. Sabine a apparemment besoin d'aide pour naviguer dans le milieu artistique très concurrentiel de Hambourg. Et mon mari est devenu en quelque sorte un expert en gestion du secteur créatif, bien qu'il ne se soit jamais intéressé à l'art au-delà de ce qui fait belle figure sur nos murs. Quel genre de problème avec les clients nécessite des consultations au milieu de la nuit? Lui ai-je demandé un soir, après qu'il ait passé 1 heure dehors à lui expliquer une crise indéfinie. Il se glisse sous la couette, le téléphone enfin silencieux sur sa table de chevet. Tu sais comment sont les créatifs, tout est urgent et émotionnel. Elle a juste besoin de quelqu'un qui comprenne l'aspect commercial. Bien sûr, parce que la femme qui a bâti une carrière photographique réussie à Paris, l'un des marchés les plus compétitifs au monde, a soudainement besoin des conseils de mon mari pour gérer des situations professionnelles élémentaires. Le téléphone ne semble plus jamais s'éteindre. Il vibre pendant nos conversations au dîner, interrompt les films que nous regardons ensemble, illumine la chambre sombre à toute heure avec des messages de S. Quand je lui demande pourquoi il est constamment en contact avec elle, Mathias m'explique que Sabine a du mal à se réadapter à Hambourg, qu'elle a besoin d'un soutien émotionnel, qu'elle a besoin de conseils surtout, de la recherche d'un appartement à la reconstruction de son réseau professionnel. Elle est très fragile en ce moment, dit-il, comme si cela expliquait pourquoi son ex-femme a besoin de plus d'attention que sa femme actuelle. Fragile. Ce mot revient souvent dans ses descriptions de Sabine.
état émotionnel fragile, situation professionnelle fragile, adaptation fragile à la vie à Hambourg. Cette femme qui a fait ses valises et déménagé dans un autre pays pour poursuivre sa carrière est apparemment trop fragile pour faire face aux défis de la vie quotidienne sans l'intervention constante de mon mari. Je commence à dormir dans notre chambre d'amis, me disant que c'est parce que ces conversations tardives m'empêchent de dormir. Mais la vérité, c'est plus compliqué. Être allongé à côté de quelqu'un qui privilégie les besoins d'une autre femme plutôt que votre intimité commune me semble être une torture particulière que je ne suis pas capable d'endurer chaque nuit. Depuis la chambre d'amis, je l'entends encore lui parler à travers les murs. Sa voix est différente la nuit, plus douce, plus intime que le ton professionnel qu'il utilise lors de ses appels professionnels. Parfois, j'en capte des bribes, des paroles rassurantes sur son talent, des encouragements sur ses perspectives d'avenir, des promesses que les choses iront mieux. Je ne me souviens pas de la dernière fois où il m'a parlé avec une telle douceur et une telle certitude. La chambre d'amis devient mon sanctuaire et ma prison. Après 3 semaines d'exil volontaire loin de notre lit commun, je découvre la magie noire du harcèlement sur les réseaux sociaux. À 2 heures du matin, l'insomnie est devenue ma compagne indésirable, arrivant précisément lorsque la respiration de Mathias s'installe dans le rythme profond de quelqu'un qui dort paisiblement malgré la destruction systématique de son mariage. Ce soir, comme tant d'autres, je me surprends à chercher mon téléphone, le pouce suspendu au-dessus de l'application Instagram, avec le genre d'hésitation que l'on réserve à l'ouverture des résultats d'examens médicaux. Le profil de Sabine Meyer se charge avec une efficacité cruelle. Aucun paramètre de confidentialité, aucune barrière entre moi et l'aperçu soigneusement sélectionné de la vie qui accapare l'attention de mon mari. Son fil d'actualité est exactement ce à quoi je m'attendais. Un chaos savamment orchestré qui crie « mode de vie bohème authentique ». Des t-shirts vintage de groupes de musique drapés sur des lits défaits, des vernissages capturés dans un noir et blanc mélancolique, des tasses de café photographiées sous des angles qui suggèrent une profonde contemplation artistique. Mais ce sont les lieux qui me glacent le sang. Le marché fermier d'Eppendorf, tagué il y a 14 jours. Le même dimanche où Mathias a prétendu qu'il se retrouvait pour prendre un café dans un café quelconque. La photo montre des produits d'automne disposés comme une nature morte, mais je reconnais les étals des vendeurs, le pavage, la halle centenaire où Mathias et moi avons fait nos courses ensemble un week-end sur 2 pendant 4 ans. Je continue à faire défiler, mon pouce bougeant avec la persévérance mécanique de quelqu'un qui gratte une plaie. Notre boutique d'antiquités préférée sur l'Isestrasse, photographiée il y a 6 jours avec la légende des trésors cachés dans des endroits inattendus. L'image montre des bijoux vintage exposés sur du bois patiné, la même vitrine où Mathias et moi avons trouvé le miroir Art Déco qui est accroché dans notre couloir. Elle ne rencontre pas seulement mon mari, elle visite ma vie, documentant les lieux qui nous appartiennent, les endroits qui renferment nos souvenirs communs et nos blagues privées. Chaque photo semble être la preuve d'une conquête territoriale, une revendication systématique d'espace que je pensais nôtre. Le pire, c'est la beauté de ces photos. Chaque image est composée avec un talent professionnel, transformant des lieux banals en quelque chose qui semble digne des murs d'une galerie. Elle a l'œil pour trouver de la poésie dans des endroits que j'ai toujours considérés comme purement fonctionnels. Voir ma vie à travers son objectif artistique me fait me sentir ordinaire en comparaison, comme si je vivais en noir et blanc alors qu'elle voit tout en couleur vive. Le matin, c'est l'heure du rituel mensuel de l'organisation de nos finances, une tâche dont je me suis toujours chargée car Mathias trouve les chiffres ennuyeux, sauf s'ils sont liés à ses primes trimestrielles. J'étale les relevés bancaires sur la table de notre salle à manger, je compare les reçus avec les prélèvements automatiques, à la recherche des schémas familiers de notre vie prévisible. Au lieu de cela, je trouve des preuves de l'existence d'une autre personne, comme de l'ADN étranger, dans nos comptes. Brasserie Fleur à Sainte-Poly, 180 € pour un dîner le dimanche, alors que Mathias m'avait dit qu'ils avaient pas pris des sandwichs dans un café du quartier. Kunsthalle Hamburg, 2 entrées, achetées le même après-midi, où il prétendait avoir passé l'après-midi à se promener dans Plantenbloemen pour discuter de ses perspectives de carrière. Le plus accablant de tout, les frais du bar The George Hotel dans le centre de Hambourg, daté du dimanche dernier, alors qu'il jurait avoir pris un café rapide avant de rentrer tôt à la maison parce que Sabine se sentait dépassée. Les chiffres ne mentent pas, même si tout le reste le fait.
Je photographie chaque dépense suspecte avec mon téléphone, constituant un dossier numérique que je ne suis pas sûre de vouloir utiliser pour engager des poursuites. Lorsque Mathias apparaît dans notre cuisine ce soir-là, desserrant sa cravate, après une autre journée passée à gérer l'argent des autres, j'étale les relevés devant lui comme des cartes dans une partie de poker. Des rendez-vous autour d'un café coûteux, dis-je en montrant la dépense au restaurant Saint-Paul. Sa réaction est immédiate et fluide, trop fluide, comme s'il s'était préparé à cette conversation. Ce n'était pas un café. Nous avons rencontré des galeristes que Sabine connaît à Paris. Un dîner de réseautage. Tu sais à quel point les relations sont importantes dans les industries créatives. L'explication est si naturelle que je le crois presque. Presque. Jusqu'à ce que je pointe du doigt les frais d'entrée à la galerie et que je le vois construire une autre fiction élaborée sur sa participation à des expositions pour mieux comprendre les influences artistiques de Sabine. De billets ai-je demandé. Elle avait besoin de soutien moral. Ces événements dans les galeries peuvent être intimidants quand on essaie de reconstruire des relations professionnelles. Chaque mensonge s'appuie sur le précédent, créant un récit de plus en plus complexe qui explique chaque détail suspect. Sa voix trahit la confiance de quelqu'un qui a répété ses explications, les a affinées jusqu'à ce qu'elles semblent non seulement plausibles, mais aussi raisonnables. Les frais de bar de l'hôtel nécessitent le récit le plus créatif. Selon Mathias, ils y ont rencontré un client potentiel qui n'était disponible que pendant 30 minutes entre deux vols. Sabine était nerveuse à l'idée de cette rencontre. Elle avait besoin de son soutien pour mener la conversation. Et après, ils ont pris un verre ensemble pour débriefer l'interaction. Ces mensonges sont si fluides que je commence à remettre en question ma propre interprétation des preuves. Peut-être que ces frais ont une explication innocente. Peut-être que je vois des complots là où il n'y a qu'une simple amitié. Peut-être qu'Anna avait raison et que mon manque de confiance empoisonne mon jugement. Le samedi matin, la lessive devient une expédition archéologique. En triant nos vêtements, je me rends compte que la veste en cuir préférée de Mathias n'est pas apparue dans le panier à linge depuis 3 semaines. Il en va de même pour l'écharpe en laine bleu marine que je lui ai rapportée de Vienne l'année dernière. Celle qui, selon lui donnait l'air suffisamment sophistiqué pour les réunions d'affaires européennes. Quand je lui demande où sont ses articles, il ne lève même pas les yeux de son journal. Au pressing, cette veste nécessite un entretien particulier et l'écharpe s'est tachée lors d'un déjeuner la semaine dernière. Mais je vérifie auprès de notre pressing habituel, lundi après-midi, celui où nous allons depuis 5 ans. La femme derrière le comptoir nous connaît par notre nom et se souvient de nos habitudes. Elle secoue la tête lorsque je lui décris la veste et l'écharpe. Je n'ai pas vu ces articles, ma chère. Aucun vêtement de votre mari n'est passé par ici depuis plus d'1 mois. Je reste debout dans la boutique, entourée de vêtements emballés dans du plastique qui appartiennent à la vie d'autres personnes, et je réalise que des objets disparaissent de notre maison, de la même manière que des morceaux de notre mariage s'évanouissent. D'abord de petites choses, à peine perceptibles, puis des absences plus importantes qui laissent des vides évidents. Ce soir-là, je commence à dresser mentalement l'inventaire de la garde-robe de Mathias. Non par paranoïa, mais par besoin croissant de documenter le démantèlement systématique de notre vie commune. La montre coûteuse qu'il portait à la fête d'entreprise de l'année dernière. La cravate en soie que sa mère lui a offerte pour son anniversaire. Chaque objet manquant me semble être une preuve dans le dossier que je monte contre mon propre mari. Mercredi après-midi, je me retrouve dans notre jardin à planter des bulbes de tulipes pour les fleurs du printemps que je ne suis plus sûre de voir éclore. Le travail physique a un effet thérapeutique. Creuser la terre, placer les bulbes en les espaçant soigneusement, les recouvrir de terre et espérer qu'ils fleuriront magnifiquement lorsque le temps redeviendra chaud. Bel après-midi pour jardiner. La voie de Frau Schmidt traverse la haie qui sépare nos propriétés. Elle a plus de 70 ans et vit à Eppendorf depuis assez longtemps pour connaître les affaires de tout le monde sans vouloir s'immiscer dans la vie des autres. Nous discutons des variétés de bulbes et de la profondeur optimale de plantation jusqu'à ce qu'elle mentionne avoir vu Mathias dimanche dernier. Votre mari a bon goût en matière d'itinéraire de promenade. Lausanne-Alster est magnifique à cette période de l'année. Mes mains sont toujours dans la terre. Les itinéraires de promenade ? Oh oui, je revenais de chez ma sœur et je l'ai vue près du Krug Koppelbruck. Une belle journée pour une promenade romantique. Le mot « romantique » me frappe comme un coup de froid. Il était seul ? L'expression de Frau Schmidt change, son attitude amicale s'assombrit,
lorsqu'elle réalise qu'elle s'aventure en terrain dangereux. Eh bien non, ma chère, il était avec une femme, brune, assez jolie, dans le genre artistique. Ils marchaient main dans la main, ressemblant beaucoup à un couple profitant ensemble de l'après-midi. Elle décrit Sabine avec une précision dérangeante, les vêtements vintage, l'appareil photo suspendu à son cou, la façon dont elle se penchait vers Mathias pendant qu'il marchait. Chaque détail correspond à la femme que j'ai étudiée à travers les photos Instagram. La femme dont mon mari prétend qu'elle n'a besoin que d'un café amical et de conseils professionnels. Frau Schmidt se rend compte qu'elle a livré une nouvelle dévastatrice et change rapidement de sujet pour parler de ses rosiers et de leur préparation à la dormance hivernale. Mais le mal est fait. Ma voisine, qui n'avait d'autre intention que d'avoir une conversation agréable, a fourni un témoignage oculaire, selon lequel mon mari et son ex-femme se comportent comme des amants, et non comme de vieux amis qui se retrouvent autour d'un café innocent. Je termine de planter les bulbes de tulipes avec des mains qui tremblent, malgré la douceur de l'après-midi. La terre s'accumule sous mes ongles, et je pense à quel point j'ai été ensevelie sous les mensonges sans me rendre compte que la terre me recouvrait la tête. Chaque bulbe que je plante dans le sol me donne l'impression d'un espoir dont je ne suis pas sûre de disposer encore. La foi en un avenir qui pourrait ne pas inclure l'homme que j'ai épousé. Le soleil se couche sur Eppendorf pendant que je travaille, baignant notre quartier d'une lumière dorée qui rend tout beau et paisible. Mais la beauté peut être trompeuse, comme je suis en train de l'apprendre. Les vies les plus pittoresques peuvent cacher les vérités les plus laides. Et parfois, la preuve de la trahison est aussi simple que votre voisin mentionnant qu'il a vu votre mari tenir la main d'une autre femme dans le parc où vous aviez l'habitude de vous promener ensemble. Les bulbes de tulipes sont enfouis dans notre jardin comme des secrets que j'ai plantés dans un sol riche, attendant que le printemps révèle ce que je sais depuis toujours. Je nettoie la saleté sous mes ongles avec une précision mécanique, chaque coup de brosse à ongles faisant écho aux paroles de Frau Schmidt sur les promenades romantiques et les mains qui se tiennent, qui n'ont rien à voir avec des rendez-vous professionnels autour d'un café. Les jours suivants s'écoulent dans un étrange état de suspension où je continue à vivre notre vie, tout en préparant mon dossier contre elle. Les réunions de travail se confondent. Les appels des clients deviennent un bruit de fond. Je souris au moment approprié pendant des conversations que je n'écoute pas vraiment, tandis que mon téléphone brûle de captures d'écran et de preuves que je ne peux m'empêcher de collecter. Le jeudi soir, tout bascule. Je suis en train de revoir les projections trimestrielles lorsque la notification de la story Instagram de Sabine apparaît sur mon téléphone. L'image se charge avec une clarté dévastatrice. Un vernissage dans le quartier de Chanz, avec des murs en briques apparentes et un éclairage industriel. Sabine se tient parmi des amateurs d'art bien habillés, vêtus d'une robe noire que je n'ai jamais vue, mais accessoirisée d'un élément qui me coupe le souffle. Les boucles d'oreilles, vintage en perles de ma grand-mère. Celles avec les montures en argent complexe qui ont mis 3 générations pour me parvenir. Les boucles d'oreilles que Mathias a empruntées le mois dernier pour ce qu'il a appelé un événement important avec des clients qui nécessitaient des accessoires élégants pour faire bonne impression. Je zoome jusqu'à ce que l'écran devienne pixelisé, mais il n'y a aucun doute. Ces boucles d'oreilles sont dans ma famille depuis 1952, transmises de ma grand-mère à ma mère, puis à moi, accompagnées d'histoires sur le fait de les porter lors d'occasions spéciales, de les garder pour les moments importants. Apparemment, les vernissages avec son ex-femme font partie des moments importants. L'horodatage indique jeudi à 20h30. Jeudi dernier, lorsque Mathias a prétendu travailler tard sur les budgets de fin d'année, lorsque j'ai dîné seule et me suis couchée tôt parce qu'il m'avait envoyé un SMS disant que les chiffres prenaient plus de temps que prévu. Pendant que je m'endormais dans notre chambre d'amis, il regardait son ex-femme porter les bijoux de ma grand-mère lors de vernissages dans des quartiers où il ne m'avait jamais emmenée. Je fais une capture d'écran de tout cela avec des doigts tremblants et l'ajoute au dossier de preuves que j'ai intitulé « Documentation », car appeler cela par son vrai nom me semble trop dévastateur à reconnaître. La photo rejoint les relevés bancaires, les publications Instagram et les incohérences dans la chronologie, dans une archive numérique de la trahison qui s'alourdit chaque jour. Le vendredi matin, les boucles d'oreilles sont de retour dans mon coffret à bijoux, nichées dans leur compartiment en velours habituel, comme si elles n'étaient jamais parties. Mais les toucher me procure désormais une sensation différente, contaminée par la connaissance de l'endroit où elles ont été.
de la peau qu'elles ont touchée, des moments auxquels elles ont assisté et qui n'avaient rien à voir avec notre mariage. Vendredi après-midi, un coup de fil inattendu m'apporte une bouée de sauvetage. La voix de mon patron est empreinte d'une excitation qui dissipe le brouillard de la surveillance domestique dans lequel je vis. Elena, j'ai besoin que vous envisagiez quelque chose d'extraordinaire. Il ne s'agit plus seulement d'une mutation. Nous voulons que vous lanciez l'ensemble de notre division européenne. Vous aurez votre propre équipe, un contrôle créatif illimité et une autorité totale sur la stratégie et la mise en œuvre. Le montant du salaire me fait m'asseoir. 160 000 euros par an, plus une aide à la relocation, plus des options sur actions qui pourraient tripler mes revenus en 2 ans. C'est le genre d'opportunité que les gens passent leur carrière à espérer rencontrer et qui m'est offerte précisément au moment où j'ai besoin d'une échappatoire à la vie que j'ai désespérément essayé de sauver. Je sais que vous avez déjà refusé, poursuit-il, mais ce poste a été spécialement conçu pour vos compétences. Réfléchissez-y pendant le week-end. Berlin vous appelle et c'est vous qu'ils veulent. Pour la première fois depuis des mois, je me surprends à écouter au lieu de chercher automatiquement des raisons de refuser. Lorsque Mathias rentre à la maison ce soir-là, rayonnant après une nouvelle journée réussie passée à soutenir le bien-être émotionnel de Sabine, je ne mentionne pas l'appel. Le silence semble intentionnel, puissant, mon premier véritable secret en 4 ans de mariage fondé sur une transparence supposée. Il se déplace dans notre cuisine pour préparer le dîner tout en décrivant les derniers progrès de Sabine dans son adaptation à Hambourg. Sa voix trahit l'enthousiasme de quelqu'un qui s'investit sincèrement dans la réussite d'une autre personne, le genre d'enthousiasme qu'il réservait auparavant à mes victoires professionnelles. Je le regarde couper les légumes avec une efficacité acquise par l'habitude, remarquant comme son visage s'illumine lorsqu'il parle de ses progrès, de ses idées, de sa confiance grandissante dans la scène artistique hambourgeoise. Quand il me demande comment s'est passée ma journée, son attention semble superficielle, comme s'il faisait semblant de s'intéresser à moi, alors que ses véritables émotions sont ailleurs. Le 15 octobre arrive, gris et amer, à l'image de l'importance de cette date. Je suis la seule à me souvenir que c'est notre 4e anniversaire de mariage. Le jour où nous nous sommes promis, l'un à l'autre, pour toujours devant 200 invités, qui pensaient probablement que nous avions compris quelque chose que les autres n'avaient pas compris. Je me réveille seule, dans la chambre d'amis, après avoir passé une nouvelle nuit à écouter les conversations téléphoniques, étouffées, de Mathias à travers les murs. Aucune fleur ne m'attend sur le comptoir de la cuisine, aucune carte n'est posée contre la cafetière, aucune reconnaissance que cette date a une signification autre que celle d'un dimanche de plus dans sa routine soigneusement structurée d'infidélité émotionnelle. Mathias sort de notre chambre déjà habillé pour une nouvelle journée avec Sabine, portant la montre que je lui ai offerte pour notre premier anniversaire et l'eau de Cologne qui est devenue synonyme de trahison. Lorsque je mentionne la date en préparant le café, il semble sincèrement surpris, non pas coupable ou désolé, mais confus, comme si je faisais référence à une fête obscure dont il n'a jamais entendu parler. Notre anniversaire, dis-je, me demandant s'il s'en souviendra sans que je le lui rappelle. La reconnaissance lui vient lentement, suivie de cette expression particulière que les hommes arborent lorsqu'ils réalisent qu'ils ont oublié quelque chose d'important. Bien sûr, je suis désolée, j'ai été tellement absorbée par mon travail ces derniers temps. Nous fêterons ça comme il se doit ce soir, je te le promets. On dîne dans ton restaurant préféré? Mais le mal est fait. Il est tellement absorbé par sa vie imaginaire avec son ex-femme qu'il a oublié l'anniversaire réel de son mariage actuel, le jour où nous nous sommes tenus devant Dieu et tous nos proches, promettant de nous donner la priorité, l'un à l'autre, avant tout. Ne t'inquiète pas, lui dis-je, et je le pense plus qu'il ne le réalise. Je suis sûre que Sabine a besoin de toi aujourd'hui. Il m'embrasse sur le front avec des lèvres qui semblent obéir à un devoir avant de disparaître dans sa réalité alternative. Je passe la journée seule dans notre appartement, entourée de photos de mariage qui ressemblent désormais à des preuves d'un crime dont j'ignorais qu'il avait été commis. Les albums racontent l'histoire de 2 personnes qui croyaient avoir trouvé quelque chose de permanent, quelque chose qui valait la peine de construire une vie autour. Des visages jeunes, pleins d'espoir et de certitude. Des mains jointes comme si nous n'allions jamais nous lâcher. Des yeux qui voyaient un avenir que nous étions sûrs de partager.
Regardez ces photos. Aujourd'hui, c'est comme examiner les vestiges d'une civilisation qui n'existe plus. Dimanche soir, j'appelle Jonas tandis que Mathias prolonge sa fête d'anniversaire avec Sabine pour la 7e heure consécutive. Nous nous retrouvons dans un restaurant ouvert toute la nuit, à Altona, le genre d'endroit qui sert un café assez fort pour alimenter les conversations difficiles et dont l'éclairage fluorescent donne à tout le monde un air fatigué et honnête. J'étale mes preuves sur la table en formica comme des pièces à conviction dans une salle d'audience. Capture d'écran, relevés bancaires, chronologie, et même des mémos vocaux que j'ai enregistrés pour documenter les explications de Mathias sur diverses incohérences. Jonas examine chaque élément avec la même attention méthodique qu'il apporte aux présentations de ses clients, posant parfois des questions pour clarifier certaines dates ou me demandant d'expliquer un contexte que je ne parviens plus à voir clairement car je suis trop impliquée. Frau Schmidt les a vus se tenir la main à l'Alster, dis-je en lui montrant les notes que j'ai prises lors de notre conversation sur le jardinage. Le même dimanche où il a prétendu qu'ils avaient pris un café pour discuter de la crise de sa cliente. Jonas hoche la tête sans surprise, comme s'il s'attendait à ce que cette preuve finisse par apparaître. Lorsque je termine ma présentation, des mois de documentation qui brossent un tableau de plus en plus clair d'une tromperie systématique, il lève les yeux de mon téléphone avec une expression que je reconnais pour l'avoir vue lors de réunions difficiles avec des clients. « Vous savez de quoi il s'agit, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. J'acquiesce, incapable de prononcer le mot « liaison » à voix haute, car le dire rendrait la chose réelle d'une manière que je ne suis pas sûre d'être prête à affronter. Mais entendre Jonas confirmer mes pires craintes valide des mois d'intuition que je remettais en question, des instincts qu'on m'avait dit d'ignorer au nom de la confiance et de la maturité émotionnelle. Les néons bourdonnent au-dessus de nos têtes tandis que nous restons assis dans le silence qui suit les révélations dévastatrices. Dehors, Hambourg continue de vivre sa vie tandis que la mienne se transforme en quelque chose d'inconnaissable, quelque chose qui exigera des choix que je n'aurais jamais imaginé devoir faire. Jonas fait glisser mon téléphone sur la table. La preuve se trouve entre nous comme une preuve irréfutable que ni l'un ni l'autre ne voulait trouver, mais que nous ne pouvons plus ignorer. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demande-t-il, sa voix empreinte de la neutralité prudente de quelqu'un qui sait qu'il se trouve à un moment décisif dans la vie d'une autre personne. Je fixe l'écran du téléphone, qui affiche toujours la photo du vernissage de Sabine avec les boucles d'oreilles de ma grand-mère, qui brillent sous les projecteurs du monde de l'art. « Je ne sais pas, répondis-je, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Au fond de moi, un plan était déjà en train de se former. Pas exactement une vengeance, mais quelque chose qui ressemblait à de l'instinct de survie déguisé en stratégie. Les mois entre octobre et février s'écoulèrent dans un étrange flou de vie parallèle. Je continuais à aller travailler, à rencontrer des clients, à monter des campagnes qui aidaient d'autres personnes à vendre leurs rêves tandis que le mien se décomposait au ralenti. Mathias poursuit ses rituels dominicaux, ses appels téléphoniques tardifs, ses explications élaborées pour justifier ses dépenses, ses disparitions et ses incohérences dans le temps qui se multiplient comme des cellules cancéreuses. Nous vivons dans le même appartement comme des étrangers polis qui partagent un espace et des factures, mais rien d'autre qui compte. Il a cessé de s'excuser pour ses absences, cessé de donner des explications que je ne demande plus. J'ai cessé de faire semblant de croire les histoires qu'il invente pour justifier sa dernière trahison. L'offre de Berlin flotte dans ma boîte mail comme une bouée de sauvetage que j'ai peur d'attraper. 3 fois, mon patron m'appelle pour avoir une réponse. 3 fois, je demande plus de temps pour réfléchir, sachant que j'attends en réalité que Mathias me donne la permission de partir, en étant enfin honnête sur son désir de me voir partir. Février arrive gris et amer, à l'image de mon humeur alors que je suis assise dans notre cuisine à 7 heures du matin, en train de revoir des propositions de clients qui me semblent de plus en plus insignifiantes. Dehors, Eppendorf ressemble à une aquarelle laissée sous la pluie, avec ses contours flous et ses couleurs ternes qui reflètent la dissolution de tout ce que je croyais permanent. Des pas dans l'escalier annoncent l'arrivée de Mathias, mais je peux déjà dire à leur sonorité qu'il ne s'agit pas de sa descente habituelle du week-end. Ces pas ont un but, une précision, la cadence de quelqu'un qui se prépare pour une performance importante. Il sort de notre chambre comme s'il se rendait à une séance photo pour un magazine plutôt qu'à un café avec un ami en crise émotionnelle. Le pull en cachemire que je lui ai offert pour Noël, en laine italienne,
gris anthracite, assez cher pour que j'hésite avant de l'acheter. Un jean foncé qui coûte plus cher que le budget mensuel de la plupart des gens pour leurs courses. Des cheveux coiffés avec des produits que je ne l'ai jamais vu utiliser pour une réunion avec un client ou un événement social au cours de nos 4 années de mariage. Encore une urgence avec Sabine lui demandai-je sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Des problèmes politiques à la galerie, répond-il en ajustant sa montre avec le geste habité de quelqu'un qui a répété ce geste des dizaines de fois. Elle a des problèmes avec un galeriste difficile qui remet en question sa vision artistique. Elle a besoin de quelqu'un qui comprenne les aspects commerciaux des industries créatives. Bien sûr, du jour au lendemain, mon mari est devenu un expert en négociation dans le monde de l'art, alors qu'il n'a jamais montré le moindre intérêt pour les domaines créatifs, si ce n'est pour choisir ce qui rendrait nos murs impressionnants. Je le regarde vérifier son reflet dans le miroir du couloir, ajustant son col, avec le genre d'attention habituellement réservé aux présentations, aux conseils d'administration ou aux rendez-vous importants. L'homme qui le regarde en retour est quelqu'un que je reconnais à peine, ce n'est pas la personne que j'ai épousée, mais quelqu'un qui a été soigneusement construit pour plaire aux préférences esthétiques de quelqu'un d'autre. Reste à la maison avec moi, lui suggérai-je en fermant mon ordinateur portable avec un calme délibéré. Nous pourrions aller à Lübeck en voiture, comme avant. Visiter ce marché de Noël que tu voulais voir. Sa réaction fut immédiate et viscérale, comme si je lui avais proposé quelque chose de véritablement offensant. Son visage passa d'une expression détendue à une irritation manifeste, ses sourcils se fronçant dans une expression qu'il réservait aux demandes déraisonnables de ses clients. « Je ne peux pas l'abandonner alors qu'elle a besoin de soutien, dit-il, le mot « abandonner » prononcé avec une emphase qui en rend le sens parfaitement clair. Abandonner. Apparemment, laisser son ex-femme seule pendant un dimanche constituerait un abandon, une désertion cruelle et irréfléchie de quelqu'un en crise. Mais laisser sa femme actuelle seule tous les week-ends pendant 4 mois d'affilée, c'est simplement entretenir des amitiés adultes saines. L'ironie plane entre nous comme un fil électrique que personne ne veut toucher. Et mes besoins, alors? La question sort plus doucement que je ne le voulais, mais elle a suffisamment de poids pour le faire s'arrêter dans ses préparatifs. Pendant un instant, je pense qu'il pourrait réellement réfléchir à la question. Se souvenir qu'il a une femme qui est de plus en plus invisible dans sa vie soigneusement orchestrée. Reconnaître que j'ai été patiente, compréhensive et coopérative alors qu'il a systématiquement donné la priorité à une autre femme plutôt qu'à notre mariage. Au lieu de cela, son visage se durcit et prend l'expression qu'il arbore lors de négociations commerciales hostiles, froides, calculatrices, destinées à mettre fin à la conversation plutôt qu'à la poursuivre. Nous en avons déjà longuement discuté, Elena. Sabine et moi sommes amis. Les adultes peuvent entretenir des relations platoniques avec leurs ex sans que cela ait quoi que ce soit d'inapproprié. Il marque une pause, étudiant mon expression avec la précision analytique qu'il met dans ses évaluations financières pour déterminer si un investissement en vaut la peine. En fait, poursuit-il, d'une voix qui prend le rythme mesuré de quelqu'un qui prononce une déclaration préparée, si tu ne peux pas me faire confiance pour passer tous mes week-ends avec mon ex-femme, peut-être que nous ne devrions pas être ensemble. Le silence qui suit semble infini, comme le moment entre l'éclair et le tonnerre où le monde entier retient son souffle. J'entends le chien de notre voisin aboyer après quelque chose que lui seul peut voir. La circulation du dimanche matin commence à s'intensifier sur l'Eppendorfer Landstrasse. Notre horloge antique dans le couloir marque les secondes de notre mariage avec une précision mécanique. Mais surtout, j'entends le bruit de 4 années de vie soigneusement construites qui finissent par se fissurer, se fendant le long de lignes de faille qui se sont développées pendant des mois sans que l'un de nous deux ne reconnaisse les dommages structurels. Il m'a donné un ultimatum déguisé en choix. Accepter sa relation avec Sabine ou mettre fin à notre mariage. Lui faire entièrement confiance ou le perdre complètement. Me soumettre à sa version de la réalité ou subir les conséquences de la remettre en question. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il m'a aussi donné la permission de mettre fin à cette mascarade en conservant ma dignité intacte. Je le regarde droit dans les yeux, voyant clairement pour la première fois depuis des mois. L'homme qui se tient dans notre couloir, vêtu des habits que je lui ai achetés, portant l'eau de Cologne qu'il réserve à une autre femme, coiffé pour quelqu'un qui n'est pas sa femme.
Ce n'est plus mon mari. C'est quelqu'un qui porte le visage de mon mari, qui vit dans mon appartement, qui dépense mon énergie émotionnelle tout en donnant son véritable moi à quelqu'un d'autre. Tu as tout à fait raison, dis-je d'une voix calme qui nous surprend tous les deux. Son visage subit une série de changements fascinants. D'abord la confusion, comme un ordinateur traitant des informations contradictoires, puis l'inquiétude lorsqu'il réalise que ce n'est pas le scénario qu'il avait imaginé. Il s'attendait à des larmes, des accusations, peut-être même une scène dramatique qu'il pourrait ensuite décrire à Sabine comme la preuve de mon instabilité émotionnelle et de son besoin justifié d'être soutenu par quelqu'un qui le comprend mieux. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était mon accord. Un accord calme, rationnel et immédiat, selon lequel son ultimatum était tout à fait logique. Attends, dit-il, sa posture de négociation confiante vacillant. Ce n'est pas, je veux dire, nous devrions en discuter. Mais je pense chaque mot que je dis, répondis-je avec une précision chirurgicale. C'est fini. J'en ai fini avec toute cette comédie élaborée qui consiste à prétendre que notre mariage peut survivre à quelqu'un qui s'en est déjà émotionnellement séparé. J'en ai fini de prétendre que l'amour signifie accepter les mensonges comme vérité, que la confiance signifie ignorer les preuves, que l'engagement signifie tolérer une trahison systématique déguisée en amitié. Il se tient dans notre couloir, l'air de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il a surjoué sa main dans un jeu qu'il pensait contrôler. L'ultimatum qui était censé faire taire mes questions m'a au contraire apporté la clarté que je recherchais depuis ce premier dimanche matin où tout a commencé à changer. Pour la première fois depuis des mois, je sais exactement ce que je vais faire ensuite. Mathias reste figé dans notre couloir, ses cheveux soigneusement coiffés et son eau de Cologne coûteuse ressemblant soudainement à des accessoires de théâtre provenant d'une pièce qui s'est terminée en plein milieu. La confiance qu'il affichait comme une armure lorsqu'il m'a lancé son ultimatum s'est évaporée, laissant place à quelqu'un qui semble sincèrement perplexe quant à la façon dont son jeu de pouvoir s'est retourné contre lui de manière si spectaculaire. Nous devrions en discuter, répète-t-il, sa voix trahissant une pointe de panique qui n'était pas là il y a 5 minutes. Nous venons de le faire, répondis-je en rassemblant mon ordinateur portable et les dossiers de mes clients avec le calme et l'efficacité de quelqu'un qui a enfin cessé de lutter contre l'inévitable. Tu as été très clair sur tes priorités. Il me suit à l'étage, ses pas rapides et incertains derrière moi. Je sens son regard posé sur moi tandis que je me déplace dans notre chambre, notre ancienne chambre, pour rassembler le matériel dont j'aurai besoin pour ce qui est sur le point de devenir le dimanche le plus important de ma vie professionnelle. Elena, attends. Je ne voulais pas dire que nous devrions réellement nous séparer. J'essayais simplement d'expliquer à quel point il est important que tu me fasses confiance. La confiance, ce mot qui a été utilisé comme une arme contre moi pendant des mois pour me faire douter de mon instinct, ignorer des preuves évidentes. Aujourd'hui, il sonne creux, vide de sens, comme si l'on disait que la pluie est sèche ou que l'obscurité est lumineuse. Je te fais confiance, dis-je en débranchant le chargeur de mon ordinateur portable de la prise murale. Je te fais confiance pour donner la priorité à Sabine, avant tout le reste. Je te fais confiance pour mentir sur tes allées et venues et tes activités. Je te fais confiance pour oublier notre anniversaire tout en te souvenant de chaque détail des vernissages de sa galerie. Il ouvre la bouche pour protester, mais je continue avant qu'il ne puisse élaborer une autre fiction élaborée. Plus important encore, je crois que tu pensais vraiment ce que tu as dit en bas. Si je ne peux pas accepter ta relation avec ton ex-femme, nous ne devrions pas être ensemble. Alors nous ne le serons pas. Je le laisse debout, à l'entrée de notre chambre, et me dirige vers mon bureau, la pièce qui est sur le point de devenir mon quartier général pour exécuter la décision stratégique la plus importante de ma vie. L'email de Berlin trône dans ma boîte de réception comme une porte que j'ai peur d'ouvrir, craignant ce qui pourrait se trouver au-delà des limites familières de Hambourg, de ma routine et d'un mariage qui me semblait sûr, même s'il m'étouffait. Mais la sécurité n'est qu'une illusion quand on se noie lentement, et je suis sous l'eau depuis si longtemps que j'ai oublié ce que c'est que de respirer. Mes doigts planent un instant au-dessus du clavier avant que ma mémoire musculaire ne prenne le relais, tapant des mots qui semblent provenir d'une version plus forte et plus claire de moi-même que je n'ai pas encore rencontrée. Objet, poste de directeur de la division de Berlin, acceptation. Je suis prête à accepter ce poste.
Quand pouvons-nous discuter des modalités de transition et de la date de prise de fonction? Merci pour votre patience pendant mon processus de décision. Je suis ravie de cette opportunité. J'appuie sur Envoyer avant de pouvoir changer d'avis, avant que la partie de mon cerveau qui a été formée à privilégier le confort des autres plutôt que ma propre progression ne vienne perturber ce moment de parfaite clarté. La réponse arrive plus vite que prévu, en moins de 4 heures, même un dimanche soir, alors que la plupart des cadres sont chez eux avec leur famille. Excellente nouvelle! Pouvez-vous commencer dans 3 semaines? Nous nous occuperons de toute la logistique liée à votre déménagement, y compris le logement temporaire et l'aide à la recherche d'un appartement permanent. Bienvenue dans l'équipe de Berlin. Nous espérions que vous accepteriez. 3 semaines. 21 jours pour démanteler une vie que j'ai mis 4 ans à construire et la reconstruire dans une ville où personne ne connaît mon histoire. Où je peux être quelqu'un d'autre que la femme qui n'a pas su retenir l'attention de son mari. En bas, j'entends Mathias au téléphone, probablement en train d'appeler Sabine pour lui décrire sa crise conjugale et chercher du réconfort auprès de la femme qui semble mieux à même de comprendre ses besoins émotionnels que sa propre femme. La conversation dure plus d'1 heure, sa voix ayant le même ton animé qu'il réservait autrefois aux discussions sur notre avenir. Le lundi matin arrive avec le bruit prévisible de Mathias qui tente de limiter les dégâts. Ses pas dans les escaliers sont plus lourds que d'habitude, alourdis par le genre de regrets qui ne surgissent qu'une fois les conséquences visibles. Il apparaît dans notre cuisine avec cette expression particulière que les hommes ont lorsqu'ils réalisent qu'ils ont dépassé les bornes. Penaud, mais sur la défensive. Désolé, mais pas vraiment. Comme quelqu'un qui s'est fait prendre en train de tricher aux cartes, mais qui veut discuter des règles plutôt que de reconnaître son comportement. À propos d'hier, commence-t-il en ajustant ses boutons de manchette avec une précision nerveuse. Je pense que nous avons tous les deux dit des choses que nous ne pensions pas. C'était dans le feu de l'action, tu sais. Nous avons été très stressés ces derniers temps. Je lève les yeux de mon café, sincèrement curieuse de connaître son interprétation révisionniste des événements. Le stress. Comme si des circonstances extérieures l'avaient contraint à privilégier son ex-femme plutôt que notre mariage. Comme si passer tous ses week-ends avec une autre femme était quelque chose qui lui était arrivé plutôt que quelque chose qu'il avait choisi à plusieurs reprises. Quelle partie n'était pas sincère? Lui demandai-je, ma voix trahissant l'intérêt calme de quelqu'un qui observe une expérience psychologique fascinante. La partie où j'étais d'accord avec ton évaluation de notre relation? Ou celle où j'ai accepté que nous ne devrions pas être ensemble? Il passe la main dans ses cheveux, le même geste qu'il fait lors des présentations difficiles à des clients, lorsque les chiffres ne corroborent pas le discours qu'il essaie de vendre. Tu sais ce que je voulais dire, Elena? Tu étais... Il s'interrompt avant de terminer sa phrase, se souvenant probablement à quel point me traiter de ridicule avait bien fonctionné hier. J'étais quoi, Mathias? Émotive, réactive. Toute cette histoire avec Sabine te fait voir des problèmes qui n'existent pas. Son audace est stupéfiante. 4 mois de tromperie systématique, d'anniversaires oubliés, de bijoux disparus, d'infidélité financière, et c'est moi qui crée des problèmes en les remarquant. J'ai signé les papiers de transfert, dis-je simplement, en observant son visage traiter l'information comme un ordinateur exécutant trop de programmes simultanément.